Hier, le tribunal s'est de nouveau plongé dans la tourmente. Le jour 13 du procès de Sean Diddy Combs a marqué le retour à la barre de Mia, l'ancienne assistante personnelle de l'accusé. Dès son entrée dans la salle d'audience, Mia affichait une attitude fermée. Elle avançait d'un pas rapide, le regard évitant soigneusement celui de Diddy. Assise à la barre, elle gardait les yeux baissés, ses mains crispées sur ses affaires, incarnant la tension palpable qui régnait dans la pièce. Avant que le jury n'entre, un rappel important avait été fait. Le juge souhaite que les témoignages soient terminés avant le 4 juillet. Pourtant, Marc Ignolfo, principal avocat de la défense, multiplie les objections et les demandes de délai, ralentissant délibérément le rythme du procès. Lorsque le jury prend place, Mia est prête à poursuivre. Sa posture ne laisse place à aucune ambiguïté. Elle est tendue, concentrée, déterminée. Sous l'interrogatoire direct, elle rappelle les abus dont elle accuse Diddy, les pressions incessantes, les appels menaçants, les attaques verbales. Elle évoque un épisode précis lors d'un voyage à Saint-Barthélemy où, après une dispute violente, elle avait fui en courant pour se cacher, sans possibilité de quitter l'île car Diddy détenait son passeport. Un autre souvenir remonte lors des Kids' Choice Awards, alors qu'elle était en plein licenciement, elle tentait d'assumer ses responsabilités professionnelles sous les cris et menaces de son employeur. Mia décrit également les appels répétés de Diddy lorsqu'elle accompagnait Cassie en Afrique du Sud. En plein décalage horaire, elle s'est réveillée avec 48 appels manqués. Dans les messages ultérieurs, Diddy l'avait menacée. « Si tu ne m'appelles pas maintenant, tant pis pour tout, je vais tout dire et ne m'adresse plus jamais la parole. » Ces pressions constantes ont laissé des traces profondes. Mia confie souffrir aujourd'hui d'un trouble de stress post-traumatique complexe, CPTSD si sévère qu'elle est incapable de travailler. Elle décrit des crises d'angoisse déclenchées par des situations banales, comme le simple fait d'entendre quelqu'un prononcer son prénom dans une pièce. Avant de quitter Revolt Films en 2017, Mia explique qu'elle a dû négocier son départ pendant 9 mois, un processus harassant pour obtenir une indemnité de départ d'environ 200 000 $ après les honoraires de ses avocats. Lorsqu'elle a rompu le contact avec Diddy, il a tenté de renouer en lui envoyant des messages après le dépôt de la plainte de Cassie, affirmant qu'il souhaitait entendre sa voix. Effrayée, Mia n'a jamais répondu. Le contre-interrogatoire s'annonce brutal. Dès le début du contre-interrogatoire, Brian Steele, avocat principal de Diddy, impose une stratégie claire, discréditer Mia aux yeux du jury. Il commence par lui demander si le comportement de Diddy a été, pour elle, l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Mia répond sans hésitation « Oui ». Elle confirme également qu'elle a parfois envisagé de mettre fin à ses jours. Steele enchaîne en présentant au jury une série de publications extraites du compte Instagram de Mia, datant de l'époque où elle travaillait encore pour Diddy, des photos, des vidéos, des messages publics où elle le qualifiait de mentor, de source d'inspiration, des anniversaires célébrés, des mots chaleureux. Un anniversaire 5 ans après l'agression présumée où Mia remerciait Diddy pour son amitié et son inspiration est particulièrement mise en avant. À chaque publication, Steele insiste. Comment expliquer ces marques d'affection publique à l'égard de celui qu'elle accuse aujourd'hui? Mia explique d'une voix ferme que son compte Instagram ne reflétait que les apparences. Je ne voulais pas que ma famille et mes amis sachent ce que je vivais réellement. Elle précise que dans l'univers de Diddy, les employés étaient tacitement obligés de relayer et de promouvoir son image. C'était la règle non écrite. Tout le monde devait publier du contenu positif, explique-t-elle. Elle ajoute que les réseaux sociaux, à cette époque, étaient davantage utilisés pour montrer les bons moments, jamais les souffrances privées. Steele insiste, revenant sur la nature de la relation entre Mia et Diddy, tentant de semer le doute. « Comment pouvez-vous appeler votre agresseur votre meilleur ami ?» Mia répond simplement « Demandez à mon thérapeute ». La salle d'audience est suspendue à ses lèvres. À un moment du contre-interrogatoire, Steele hausse le ton. Il demande brutalement « N'est-il pas vrai que M. Combs n'a jamais eu de contact non consenti avec vous ?» Mia, sans ciller, rétorque « Tout ce que j'ai dit ici est vrai. Demandez à n'importe quel défenseur des victimes, ils vous l'expliqueront mieux que moi. » Steele pousse plus loin, évoquant un scrapbook que Mia avait confectionné pour le 45e anniversaire de Diddy.
Dans le livre, elle écrivait « J'espère que cela réveillera en toi les souvenirs de ce qui faisait briller tes yeux autrefois. Joyeux anniversaire, je t'aimerai toujours ». Mia explique que ce cadeau s'inscrivait dans une dynamique psychologique complexe. J'étais jeune, manipulé et désespéré de survivre. C'est avec du recul et grâce à la thérapie que je comprends l'emprise qu'il avait sur moi. Steele tente d'utiliser ses propres mots contre elle. Pourquoi aviez-vous besoin que quelqu'un vous dise que c'était mal d'être menacé? Mia répond calmement « Parce que mon cerveau logique est différent de mon cerveau traumatique. Quand vous êtes sous emprise, vous survivez. C'est tout ce que vous pouvez faire. » Le contre-interrogatoire se poursuit sur le ton de l'insistance. Steele évoque une vidéo d'anniversaire que Mia avait organisée où elle avait sollicité des proches de Didi pour lui adresser des messages. Mia reconnaît avoir participé, mais rappelle que tout cela s'est fait sous pression et surveillance constante. Alors que l'audience touche à sa fin, Mia raconte qu'après son licenciement, elle a ressenti un vide immense. Elle confie avoir envoyé des messages désespérés à l'équipe de Didi, expliquant qu'elle était anéantie et incapable de respirer. Pour Mia, quitter le cercle de Didi a été l'équivalent d'un déracinement après 8 années de contrôle total. Au fil du contre-interrogatoire, un autre élément attire l'attention dans la salle d'audience, le comportement du jury. Selon plusieurs observateurs présents, une partie des jurés affiche des attitudes jugées déplacées et irrespectueuses envers Mia. En particulier, 7 d'entre eux sont observés en train de sourire, ricaner, échanger des regards complices et même rire discrètement pendant que Mia témoigne de ses traumatismes. Certaines scènes frappent les esprits. Lorsque Mia évoque les menaces subies, un juré en première ligne aurait haussé les sourcils et esquissé un sourire moqueur. Une jurée, déjà remarquée auparavant pour ses attitudes désinvoltes, aurait mimé des gestes de connivence avec son voisin. D'autres jurés auraient secoué la tête ou tourné ostensiblement les yeux. Des témoins affirment également qu'à plusieurs reprises, lors des pauses ou des apartés entre avocats, des membres du jury auraient chuchoté et ri, alors que Mia gardait la tête baissée, visiblement bouleversée. La défense, de son côté, ne tente pas d'atténuer ses comportements. Au contraire, Didi et ses proches, présents dans la salle, affichent un air satisfait. Certains membres de l'entourage de l'accusé, notamment son fils Quincy et d'autres proches, échange des gestes de félicitations discrets. Malgré ces incidents répétés, le juge choisit de ne pas intervenir. Aucune remontrance n'est adressée aux jurés pour leur attitude inappropriée. Ce climat tendu soulève des questions fondamentales sur l'impartialité de la procédure. Plusieurs commentateurs spécialisés en droit s'interrogent. Un jury affichant de tels signes de partialité peut-il rendre une décision juste et éclairée? Mia, pour sa part, conserve son calme. Elle poursuit son témoignage malgré l'hostilité palpable. À la reprise, après la pause, la défense tente un nouveau coup de théâtre. Les avocats de Didi tentent d'introduire en preuve une vidéo censée montrer Mia dans une fête, dansante et souriante. Leur objectif, discréditer son image de victime éprouvée psychologiquement. Cependant, la procédure est loin d'être conforme. La vidéo, selon eux, aurait été obtenue par des internautes qui pensent avoir identifié Mia. Elle ne provient ni de ses réseaux sociaux, ni d'une source officielle vérifiable. Le juge refuse donc l'admission de la vidéo en preuve, soulignant que sa provenance est douteuse et que l'intégrité de la plaignante doit être protégée. Pendant cette phase, l'atmosphère reste tendue. La défense insiste pour semer le doute sur la crédibilité de Mia, mais le juge reste ferme. Il n'y aura pas d'exploitation de matériel non authentifié. Plus tard, des informations circulent sur des discussions houleuses en dehors de la salle d'audience. L'un des avocats de la défense, Marc Ignolfo, s'est montré particulièrement agité, multipliant les objections et tentatives d'ajournement. Il prétend que des éléments essentiels de la défense ne peuvent pas être présentés correctement, mais ces arguments sont balayés. Enfin, la journée s'achève sur une note encore plus lourde. Alors que Mia quitte la salle, elle est escortée de près par la sécurité. Les regards, les chuchotements, les tensions entre les deux parties laissent deviner que ce procès est devenu bien plus qu'une simple confrontation judiciaire. C'est un champ de bataille psychologique. Le jury, libéré en fin de journée, repart sous le poids d'une journée marquée par des témoignages déchirants, des stratégies d'intimidation et un climat d'hostilité à peine voilé. La suite du procès s'annonce capitale, avec un jury dont l'objectivité est de plus en plus contestée et une défense prête à toutes les manœuvres. L'issue est plus incertaine que jamais.